Bon, bah écoute Baptiste, merci d'être venu. Je te remercie. C'est très, on est très intéressé par ta venue et par l'institut que tu représentes aussi. En fait, tu en représentes plusieurs d'ailleurs, mais voilà. Donc, je te laisse parler et je te laisse faire ça. Voilà, je te laisse. Ça roule. Alors, bonjour à tous. Du coup, je ne suis pas en présentiel, j'aurais bien aimé. À la place, je suis à Seattle, donc aux États-Unis, en postdoc. Et ici, il n'est pas 14 heures, il est 5 heures du matin. Donc ça pique un peu et je vous demanderai un peu d'indulgence si ce n'est pas complètement fluide. Bon, comme je ne suis pas en présentiel, j'ai fait une petite slide pour me présenter. Donc, je m'appelle Baptiste Alglave. J'ai une formation d'ingénieur agronome et je me suis spécialisé en écologie marine, en sciences des pêches, en halieutique à l'Institut Agro de Rennes. Derrière, j'ai fait une thèse entre l'Ifremer de Nantes et l'Institut Agro. Euh, voilà. Et puis, j'ai soutenu en décembre et j'ai enchaîné sur un postdoc à l'Université de Washington et à Seattle. Et l'idée, en gros, c'est de travailler sur des modèles spatio-temporels de dynamique de population pour évaluer l'effet du changement climatique sur des populations exploitées et voir comment on peut s'adapter au changement climatique. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de ce que j'ai fait en thèse. Voilà. Donc, j'ai travaillé sous l'encadrement de Marie-Pierre Etienne et d'Étienne Rivaux, côté, disons, plutôt StatMat, et de Yoann Vermar et de Mathieu Gollès, côté halieutique. Et l'idée de la thèse, c'était d'inférer la distribution spatio-temporelle des espèces d'intérêt halieutique en combinant plein de sources de données. Donc, les données issues des déclarations des pêcheurs et les données issues des campagnes scientifiques. C'est ce que je vais vous présenter, mais avant ça, je vous donne quelques éléments de contexte. En écologie spatiale, il y a de plus en plus de sources de données massives et hétérogènes qui deviennent disponibles et qui ouvrent des possibilités pour inférer les processus spatiaux à une résolution très très fine dans l'espace et dans le temps. Ça a des applications en conservation et dans la gestion des espèces sauvages, mais ça suppose aussi de développer des méthodes qui permettent d'intégrer tous ces jeux de données. Donc, il y a des méthodes assez brutales, comme le data pooling, par exemple, qui consiste à supposer que deux jeux de données sont en fait un seul et même jeu de données, et avec ce jeu de données, on produit une carte. Ça, c'est assez brutal. Il y a d'autres approches où on ajuste à chaque jeu de données des modèles distincts, et puis derrière, on combine les cartes tenues avec ces modèles pour obtenir une seule et même carte. Ça reste aussi assez brutal. Et puis, il y a d'autres approches où on suppose que les jeux de données sont issus d'un même processus écologique, sont conditionnels à un même processus écologique, et en modélisant ce lien de conditionnement, eh ben, on est capable d'inférer le processus écologique qui est commun aux deux jeux de données. Donc, ces méthodes, elles se sont pas mal développées depuis 20-25 ans, en gros. Au début, c'était surtout le data pooling qui était important, et puis plus récemment, les approches intégrées se sont pas mal développées. En halieutique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de gérer au mieux les populations marines. Et ça suppose d'avoir une information fine de la distribution des espèces dans l'espace et dans le temps. Ça suppose aussi de bien connaître aussi ce qu'on appelle les habitats essentiels des espèces d'intérêt halieutique. Les habitats essentiels, c'est les habitats importants pour la réalisation du cycle de vie des espèces d'intérêt halieutique. Donc typiquement les zones de reproduction, d'accord, et les zones de nourricerie. Le souci, c'est qu'il reste de grosses lacunes dans nos connaissances des zones de reproduction. Et ça, c'est lié aux données qui sont à disposition pour identifier les zones de reproduction. Les données, disons, de référence pour identifier les zones de reproduction et pour cartographier les espèces, c'est les données issues de campagnes scientifiques. C'est des données de bonne qualité qui bénéficient d'un plan d'échantillonnage standardisé, mais elles nécessitent des besoins humains, matériels assez lourds, et donc en général, elles ont lieu une fois par an, pas forcément au moment de la reproduction,
Et en plus, elles échantillonnent un nombre limité de données. Là, typiquement, c'est la campagne Orago dans le golfe de Gascogne. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre d'échantillons récoltés est autour de 50 chaque année, quoi. Ça, c'est la donnée pour novembre 2018. À côté de ça, on dispose aussi de données d'observateurs en mer. Donc, ce sont des observateurs qui embarquent à bord des navires de pêche et qui référencent la capture. Ces données, elles sont complémentaires aux données scientifiques parce que, dans ce cas-là, ce sont les pêcheurs qui échantillonnent, qui sont les échantillonneurs, et ils permettent d'échantillonner sur l'ensemble de l'année. Donc, on a de l'information sur l'ensemble de l'année, mais plusieurs limites associées à ces données. L'échantillonnage est préférentiel, c'est-à-dire que les pêcheurs ne vont pas suivre un plan d'échantillonnage standardisé, ils vont cibler des zones de plus forte ressource. Et ça, ce comportement de ciblage, ça peut introduire un biais dans les méthodes d'inférence de la distribution des espèces s'il n'est pas pris en compte. Voilà. Deuxième point, c'est que les flottilles qui permettent d'échantillonner la donnée n'ont pas forcément la même capturabilité, la même efficacité de capture, et ça c'est pareil, il faut être capable de le prendre en compte dans la méthode d'inférence. Et puis dernier point, la quantité de données disponibles est dans le même ordre de grandeur que les données de campagne scientifique, et donc ces données, elles ne sont pas super informatives de la distribution des espèces, quoi. On a entre 50 et 100 observations par semestre, par trimestre. Donc l'idée, c'est d'aller chercher d'autres sources de données massives pour compléter l'information disponible via les campagnes scientifiques et les données d'observateurs. Et en particulier, les pêcheurs doivent répertorier ce qu'ils capturent dans des données logbook. Et donc, ces données logbook, c'est des données massives qui pourraient être très informatives de la distribution des espèces. Alors, ces données, elles ont une résolution spatiale grossière. Elles sont définies à l'échelle de rectangles statistiques. Voilà. Et donc, pour affiner leur résolution, eh ben, ce qu'on fait en général, c'est qu'on les croise avec la donnée de position des navires de pêche, donc la donnée VMS. Voilà. Ça, c'est la donnée qui est disponible via le système de suivi des navires de pêche. Donc, c'est de la donnée de surveillance. Donc, c'est ce genre de données, c'est tous les petits pings là qu'on voit. Et en croisant les données logbook avec la donnée VMS, eh ben, on est capable d'obtenir une image très fine de la distribution des captures dans l'espace et dans le temps. Et on bénéficie d'une intensité d'échantillonnage très supérieure à ce qui est disponible via les données de campagne et les données d'observateur. Mais plusieurs limites. Déjà, comme la donnée d'observateur, l'échantillonnage est préférentiel et les flottilles ne sont pas forcément homogènes. Elles n'ont pas la même capturabilité. Troisième point aussi, pour croiser les données VMS avec les données logbook, il faut faire des hypothèses. Et ces hypothèses, elles ne sont pas anodines, elles peuvent avoir un impact sur les cartes qu'on obtient à partir de ces deux. J'ai juste une question au sujet Vas-y. du. Pour le graphique, tu sais, il y a le catch 1 kg, donc ce qui est attrapé, et les chaînes en dessous, ça représente quoi? Toc, 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 La toc. grosseur des points. Alors, c'est pareil, c'est capture en kilogrammes. D'accord, c'est ça. Ok. C'est des captures en kilogrammes. Alors, juste avant, oui, oui, c'était des captures en kilogrammes. C'est la même unité. Ok, d'accord, merci. Et donc, on dispose de, bon, si je résume tout ça, on dispose de plein de sources de données, certaines qui ont un plan d'échantillonnage standardisé, où on connaît la localisation exacte des points de pêche, donc c'est la donnée scientifique, d'autres où l'échantillonnage est opportuniste, voire préférentiel, et où on connaît la position des points de pêche, donc la donnée d'observateur et puis la donnée VMS, puis d'autres sources de données qui sont agrégées dans l'espace et où l'échantillonnage est opportuniste. Et toute la question, la thèse, c'était de réussir à combiner toutes ces sources de données pour inférer la distribution spatiale des espèces d'intérêt halieutique, et puis à partir de ces cartes, d'identifier des habitats essentiels. Donc cette thèse, elle avait un double objectif. Déjà un objectif méthodologique, on cherchait à construire des méthodes, des modèles statistiques spatio-temporels qui intègrent les différents jeux de données et qui prennent en compte l'échantillonnage préférentiel de la donnée commerciale et le fait que les données n'ont pas la même résolution spatiale, n'ont pas le même support. Et ça, c'est ce qu'on appelle un problème de changement de support. Okay. Et une fois que le modèle est opérationnel, l'idée, c'est de produire des cartes de la distribution des espèces et d'identifier des habitats essentiels. Donc, c'est ce que je vais vous présenter
dans la suite de l'exposé. Alors, je vais peut-être passer assez rapidement sur certains points. Voilà. Mais dans un premier temps, je vous présenterai le cadre de modélisation qu'on a construit. Dans un deuxième temps, je ferai un focus sur les verrous méthodologiques qu'on a cherché à faire sauter, donc l'échantillonnage préférentiel et le changement de support. Je parlerai un petit peu des applications, je passerai assez rapidement, et puis je parlerai un petit peu aussi des perspectives, mais c'est pareil, je passerai assez rapidement. Alors, le cadre de modélisation, c'est un modèle hiérarchique, donc structuré en plusieurs couches, où des observations permettent d'inférer une variable cachée, un champ latent, et ce champ latent il est contrôlé par un ensemble de paramètres. Ici, le champ latent, la variable cachée, c'est la distribution de la biomasse dans l'espace et dans le temps. Elle est structurée par des corrélations temporelles, des corrélations spatiales, et puis par des covariables. Donc typiquement, la biomasse de sol sera plus élevée, donc de sol commune, hein, j'entends, donc de poissons sera plus élevée sur des fonds sableux que sur des fonds rocheux. Puis il y a un ensemble de paramètres qui vont contrôler voilà, toutes les structures de corrélation temporelle, spatiale, l'effet des covariables, etc. Au départ, on est parti sur un champ latent qui est défini par une équation, enfin des équations très très simples. Donc je me dis que la biomasse au point X et au pas de temps T dépend d'un intercept qui varie dans le temps, d'un effet, enfin de l'effet des covariables. Gamma là, c'est les covariables fois bêta, les paramètres de la relation espèce-habitat. Donc c'est les paramètres qui quantifient l'effet de certaines covariables sur la biomasse, plus un terme associé aux structures de corrélation spatio-temporelle qui vont capturer les structures, disons, d'agrégation spatiale non capturées par l'effet des covariables. Et ce terme, d'accord, cet effet aléatoire spatio-temporel, c'est un champ gaussien autocorrélé dans le temps suivant un processus autorégressif d'ordre 1, donc quelque chose d'extrêmement simple dans un premier temps, ce qui est écrit juste en dessous. Pour inférer le champ de biomasse, on dispose d'observations scientifiques, d'accord. Et donc, si j'écris la vraisemblance de mon modèle, donc la probabilité des données de l'effet aléatoire sachant les paramètres, hein, je peux la décomposer en un terme associé à la donnée scientifique, en un terme associé aussi à la donnée commerciale, qui vont permettre d'inférer le champ latent. Et puis, ce que j'ai dit, c'est que l'échantillonnage des pêcheurs est préférentiel. Donc, les points de pêche vont être informatifs de la distribution de l'espèce. Ça, c'est associé au comportement de ciblage préférentiel. Donc, on va se dire que les points de pêche sont aussi informatifs de la distribution de l'espèce et on va les prendre en compte dans l'inférence. Je détaillerai ça quand je parlerai d'échantillonnage préférentiel. Et puis, dernier point, notre modèle, il doit prendre en compte tous les processus d'agrégation spatiale, le fait que les données n'ont pas la même résolution spatiale, tous les processus de changement de support. Donc, voilà à quoi ressemble notre modèle. Pour estimer les paramètres de ce modèle, on a choisi une approche par maximum de vraisemblance, où on cherche à maximiser la probabilité des données conditionnellement aux paramètres θ. Comme c'est un modèle avec des variables cachées, calculer la vraisemblance, là, ça suppose d'intégrer sur les effets aléatoires delta. Et ça, c'est une étape qui peut être très lourde, surtout si delta a une grande dimension. Et donc, on a eu recours à plein de méthodes numériques pour faciliter les calculs. Donc, l'approximation de la place pour contourner l'intégration, là, et puis des méthodes de dérivation disons, efficaces, donc de différenciation automatique et de calcul sur les matrices creuses. Tout ça, c'est implémenté dans le package TMB. Donc, c'est dans ce package que j'ai implémenté l'essentiel des modèles que je vous présente et que je vais vous présenter après. Alors, deuxième partie, un focus, disons, sur les verrous méthodologiques qu'on a cherché à faire sauter dans cette thèse, l'échantillonnage préférentiel et ensuite le changement de support. Dans cette partie, je vais juste présenter des résultats de simulation
On a appliqué évidemment la méthode sur des cas d'application, mais pour être bien didactique, là j'ai juste mis les simulations. Et le principe est simple, je pense que vous connaissez, mais voilà, dans le doute, je rappelle. On simule un champ de biomasse, voilà, suivant des équations qu'on a spécifiées sur notre ordi, quoi. Conditionnellement au champ de biomasse, c'est le champ ici, on simule des points de données, c'est les points noirs. Sur chaque point de données, on simule une capture et puis on ajuste un modèle d'estimation à la donnée simulée et on regarde si le modèle d'estimation permet de reproduire de façon, disons, précise le champ de biomasse qui a été simulé. Si c'est le cas, c'est que le modèle d'estimation est performant. Donc, premier point sur l'échantillonnage préférentiel. Pour illustrer ce que c'est que l'échantillonnage préférentiel, je suis reparti d'un cas où l'échantillonnage n'est pas préférentiel. Donc l'échantillonnage est uniforme, les points se distribuent de façon uniforme sur l'ensemble du domaine d'étude. Ce que je vois, c'est que quand j'ajuste un modèle qui ne prend pas en compte l'échantillonnage préférentiel voilà, sur cette donnée, tout se passe bien, normal. Bon, on est dans un cas de référence. La carte que j'obtiens là à droite matche assez bien avec ce que j'ai simulé. Si maintenant j'augmente un peu l'échantillonnage préférentiel, eh ben, toujours pareil, le champ que j'estime est assez proche de ce qui a été simulé. Si maintenant j'augmente encore la force de l'échantillonnage préférentiel, donc les points de pêche sont uniquement dans les zones de forte biomasse, j'estime toujours correctement les zones d'agrégation spatiale, en tout cas les zones d'agrégation la ressortent bien sur les deux cartes. Par contre, ce que je vois, c'est que je surévalue les biomasses dans les zones faiblement échantillonnées, avec une méthode qui ne prend pas en compte l'échantillonnage préférentiel. Alors je pourrais me dire, finalement, dans la pratique, ce n'est pas très important, parce que c'est des zones de faible biomasse, et pour des halieutes, ces zones-là, elles sont moins importantes. Si je regarde quand même le biais relatif de mes prédictions contre mes simulations, ce que je vois, c'est que je surévalue 125 fois la biomasse dans ces zones-là. Et si je regarde maintenant un autre indicateur, donc la biomasse totale, c'est la somme ou l'intégrale de la biomasse sur l'ensemble de mon aire d'étude là. Et je regarde le biais relatif de B, d'accord. Donc, si le biais relatif est à 0, c'est que mon modèle d'estimation estime correctement la biomasse totale. S'il est supérieur à 0, c'est que je surévalue la biomasse. Et ce que je vois, c'est que quand l'échantillonnage préférentiel augmente, j'introduis un biais dans mes estimations de biomasse totale, et le biais, il est assez important, il est de 50%. Et ça, c'est pas anodin parce que la biomasse totale, c'est typiquement un indicateur qu'on utilise pour ajuster les modèles d'évaluation de stock. Et ça voudrait dire qu'on utiliserait une biomasse qui est surévaluée à 50% dans une méthode d'évaluation de stock. Donc, ça a son importance, quoi. Et donc, il faut être capable de corriger le biais associé à l'échantillonnage préférentiel. Alors, comment on fait ça? C'est ce que je disais quand je présentais le modèle. Nous, on choisit de prendre en compte de façon explicite dans le modèle la distribution des points de pêche. Ils vont contribuer à l'inférence. Et on va relier la distribution des points de pêche à la distribution de la biomasse SXT. Comment on fait ça? On définit la distribution des points de pêche comme un processus de poisson inhomogène d'intensité lambda XT. Donc lambda XT, c'est en gros l'intensité de pêche. C'est ce qui va quantifier, c'est le nombre moyen de points de pêche sur une surface donnée, quoi. Et lambda xt, on va le spécifier de la façon suivante. On va se dire que c'est la combinaison d'un intercept, qui varie dans le temps, d'un terme associé à l'échantillonnage préférentiel, où SXT, c'est la biomasse, et BJ, c'est le paramètre qui relie l'intensité de pêche à la biomasse. Donc, plus B est élevé, plus l'échantillonnage préférentiel est fort. Voilà, donc ça, c'est le terme qui capture la force du ciblage des pêcheurs, plus un terme d'autocorrélation spatiale qui va capturer tous les déterminants de la distribution des points de pêche qui ne sont pas associés à l'échantillonnage préférentiel.
les pêcheurs, ils ont ciblé des zones en fonction de la distribution de la ressource, mais aussi en fonction de plein d'autres déterminants, donc la distance au port, des variables économiques, etc., qui sont indépendants de la distribution de la ressource. Et ce terme-là, il va permettre de capturer tous ces autres déterminants. C'est important de le mettre dans le modèle, ça, parce que sinon, on passe à côté d'une partie de la variabilité de la distribution des points de pêche. Et donc, si je spécifie ce modèle-là, enfin, si j'implémente ça dans ma méthode d'inférence, eh ben, je corrige le biais associé à l'échantillonnage préférentiel. Alors évidemment, c'est des simulations, donc tout se passe bien. J'obtiens des estimations non biaisées, voilà, je suis content. Derrière, on a appliqué la méthode sur des cas d'application et on a, disons, vérifié que ça marchait aussi assez bien sur des cas d'application assez contrastés. Voilà. Alors, maintenant, le changement de support. Pour illustrer ce que c'est que le changement de support, bon, je fais un petit schéma et je me positionne à la résolution d'un rectangle statistique. C'est l'unité à laquelle sont déclarées les déclarations de pêche D. Voilà. Donc, dans un rectangle statistique, la biomasse se distribue d'une certaine façon. Voilà. Et dans ce rectangle statistique, il y a un pêcheur qui va faire plusieurs points de pêche, voilà, 5 points de pêche. Et dans chacun des points de pêche, il va faire une certaine capture, donc 5 kg, 5 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg. Et nous, on ne connaît pas les observations individuelles. Le pêcheur ne va pas déclarer chacune des observations individuelles. Lui, ce qu'il va déclarer, c'est ce qu'il a réalisé sur l'ensemble de ses points de pêche à la résolution du rectangle statistique, quoi. Donc, nous, on va connaître, on va savoir qu'il a fait 50 kg sur l'ensemble de ses points de pêche, voilà, sans savoir exactement où il a fait, enfin, comment se répartissent ces 50 kg sur les points de pêche. Ce qu'on connaît aussi, c'est la position des points de pêche grâce à la donnée VMS. Et ce qui est fait de façon un petit peu brutale pour affiner la déclaration, voilà, pour affiner la résolution spatiale des déclarations, ben, c'est qu'on réalloue de façon uniforme la déclaration sur chacun des points de pêche. Et donc, on se dit qu'il a fait 10 kg de capture ici, 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg. Donc, là, on voit bien qu'on homogénéise beaucoup la capture par rapport à ce qui a été effectivement capturé. Et donc, on fait une hypothèse assez forte et on doute que ça peut avoir un impact sur les cartes qu'on obtient avec ces données. Donc, l'idée, c'était de proposer une méthode alternative pour prendre en compte justement ce processus de réallocation ou le fait que les données n'ont pas la même résolution spatiale, finalement. Donc, pour formaliser ça d'un point de vue mathématique, je réécris l'expression du champ de biomasse, où le champ de biomasse dépend d'un intercept, de covariables et puis d'un effet aléatoire spatio-temporel. Si je réalloue de façon uniforme, eh ben, je suppose que je connais les observations individuelles Y et RI, et ça correspond en gros à la valeur de la déclaration divisé par le nombre de points de pêche associés à cette déclaration. Donc, c'est en gros les 10 kilos là. Et je modélise les observations suivant une loi, voilà, que je choisis. Alors ici, comme c'était valeur avec des zéros et des valeurs positives log normal, je modélise ça suivant une loi zero inflated, log normal pour les observations positives. Et ça, c'est une approche, disons, assez brutale. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est d'aborder les choses de façon différente et de se dire, bon, le pêcheur a effectué des captures en chacun des points de pêche, quoi. Ces observations, elles sont notées YI, okay, elles suivent une certaine loi d'observation, mais on ne les observe pas. C'est des variables latentes. Ce qu'on observe, nous, c'est les déclarations de pêche D qui sont une somme de ces variables latentes, YI. Et on spécifie une loi de probabilité pour ces déclarations D. Voilà. Et cette loi d'observation va dépendre des valeurs du champ latent au point échantillonné, plus un ensemble de paramètres qui contrôlent la variance de l'observation. Et tout le jeu derrière, c'est de relier la loi de YI à la loi de D en faisant matcher les moments de YI et de D. Et en faisant ça, l'idée, c'est d'inférer à partir des déclarations D les observations YI et le champ de biomasse SXT. Juste, Donc, juste une vas-y. question.
C'est pour pas être perdu. Le S avec un P rond en bas, c'est quelle variable, ça là? Donc Le le S, SP, ouais, ouais. c'est le champ de biomasse en chacun des points échantillonnés dans la déclaration D. D'accord, En donc gros, c'est un vecteur, c'est un vecteur de SI, oui, S de oui, c'est un SI, quoi. vecteur, ouais. Ouais, C'est un vecteur, d'accord. ouais. Ok, d'accord, d'accord. Merci. Et il y a tout à fait indépendance entre toutes ces données, parce que Oui, le gars qui pêche à côté de l'autre, il peut pas être trop près déjà. Enfin, je sais pas. ouais, il y a une indépendance conditionnelle. C'est-à-dire que conditionnellement au champ de biomasse et au point échantillonné, les données sont indépendantes. Les YI sont indépendants. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, si. OK. Et donc, l'idée derrière, c'est de comparer cette approche de réallocation uniforme, et puis cette approche voilà, qui prend en compte le changement de support dans la méthode d'inférence. Donc, toujours pareil, je procède par simulation et estimation. Donc, je simule un champ de biomasse, et puis j'ajuste un modèle à la donnée réallouée. Je vois que, donc c'est la carte du milieu, je vois que la carte est beaucoup plus plate que ce qui a été simulé, et quelque part on s'y attend, puisque ce que je disais, c'est que la procédure de réallocation, elle homogénéise beaucoup la capture. Et à droite, j'ajuste le modèle qui prend en compte le changement de support, et ce que je vois, c'est que la carte est beaucoup plus proche de ce qui a été simulé. Maintenant, je peux regarder autre chose que les cartes que j'obtiens avec les modèles. Donc, je peux regarder l'estimation de la relation espèce-habitat, là, le bêta, donc le paramètre qui quantifie la relation entre les covariables environnementales et le champ de biomasse. Donc, ça, c'est le paramètre qui intéresse les écologues souvent parce que c'est lui qui s'interprète d'un point de vue écologique. Dans les simulations, je l'ai fixé à 2. Okay, et je regarde si mes deux approches permettent de l'estimer de façon non biaisée. Ce que je vois, c'est que quand je réalloue de façon uniforme, ben, les estimations sont proches de 0. On n'arrive pas à retrouver la valeur de 2. Et donc, en gros, quand je réalloue de façon uniforme, je perds la relation espèce-habitat. Alors que quand je prends en compte le changement de support dans la méthode d'inférence, ben, je retrouve la relation espèce-habitat de façon non biaisée. Donc voilà, sur les développements un petit peu méthodologiques de la thèse, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si on prend en compte l'échantillonnage préférentiel dans la méthode d'inférence, on est capable d'estimer la force de l'échantillonnage préférentiel dans la méthode. Et ça, c'est important pour des halieutes parce que la relation entre distribution de l'effort de pêche et distribution de la biomasse, c'est quelque chose qui intéresse les halieutes et potentiellement les gestionnaires. Et puis en plus de ça, on améliore les prédictions de nos modèles. Et le fait de prendre en compte le changement de support permet aussi d'améliorer les prédictions du modèle et permet aussi d'estimer de façon non biaisée la relation espèce-habitat. Tout ça, ça a été valorisé dans deux articles, un qui est accepté et un autre qui est soumis à JRSSC. Un dernier point, disons sur une considération plutôt pratique, c'est que le modèle qui prend en compte le changement de support, d'accord, il a besoin d'observations individuelles pour converger plus facilement dans la pratique. Voilà, donc il a besoin soit d'observations scientifiques, d'accord, on dispose d'observations individuelles via les données scientifiques, soit d'observations issues d'observateurs embarqués pour que le modèle converge à peu près convenablement. Et ce que j'ai dit, alors je vais fermer la porte, je m'excuse, je, je reviens. J'aurais dû faire attention. Je regarde le temps aussi. Ok. Donc, je vais passer assez vite. C'est que ce modèle, pour converger, il a besoin d'observations individuelles. Et ce que j'ai dit, c'est que les données scientifiques et les données d'observateurs embarqués, elles ne sont pas très volumineuses. On dispose d'assez peu de données. Donc, avec les données existantes pour l'instant, le modèle n'est pas complètement opérationnel. Il a des problèmes de convergence. Donc, c'est là-dessus, en gros, que enfin, si on voulait que le modèle soit complètement opérationnel, il faudrait travailler là-dessus. Et c'est probablement là-dessus que
que j'axerai un petit peu mes recherches pour la suite, en tout cas pour ce modèle. Mais ce qui veut dire que ce modèle-là, il n'est pas encore complètement opérationnel. Celui qui est complètement opérationnel, c'est celui qui est ajusté à la donnée réallouée. Okay. Et donc, si on ajuste ce modèle-là, on assume qu'a priori, les distributions de biomasse qu'on obtiendra sont probablement plus plates que ce qui est que la distribution de la biomasse réelle. Voilà. Et c'est avec ce modèle-là que j'ai essayé d'identifier des habitats essentiels, de faire des analyses un petit peu de la distribution des espèces. Et c'est ce que je vais vous présenter là dans la suite, rapidement. Alors, il y a toute une partie sur l'identification des zones de reproduction qui ne vous intéressera pas, je pense. Par contre, il y a une partie, disons, plus analyse temporelle de ces cartes qui vous intéressera peut-être un peu plus. Et donc, la question qu'on s'est posée, enfin, disons que, je repars, j'ai ajusté, voilà, un modèle spatio-temporel sur la Sol, d'accord, entre 2008 et 2018, ok, avec différentes flottilles, voilà, un pas de temps mensuel. Ce qui veut dire que, concrètement, on a 11 années de données et 12 pas de temps pour chacune de ces années, donc 132 cartes, d'accord? Donc, ce genre de cartes-là. Et c'est ce genre de cartes qu'on va chercher à analyser et interpréter d'un point de vue écologique. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est finalement les patrons spatiaux, d'accord, qui structurent cet empilement de cartes, en gros. Et on va regarder comment ces patrons spatiaux évoluent dans le temps, quoi. Et si on arrive à interpréter les patrons spatiaux qui structurent nos sorties de modèles et leur évolution dans le temps d'un point de vue écologique. Une méthode qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle les EOF, ou Empirical Orthogonal Functions. En gros, c'est une ACP sur des données spatio-temporelles où les individus, c'est les pas de temps, et les variables, c'est les cellules de ma grille. Okay, et donc, en faisant une EOF, en gros, je vais décomposer les cartes, d'accord, que j'obtiens en sortie, en différents patrons spatiaux, voilà, orthogonaux entre eux, et associés à chacun de ces patrons spatiaux, j'aurai des loading factors qui me diront quand la biomasse de l'espèce se distribue suivant ce patron spatial là. Alors, ce sera peut-être plus parlant quand je vous montrerai les résultats, et j'ai appliqué sur différentes espèces assez saisonnières dans le golfe de Gascogne, donc la sole, le merlu, le bar. Et voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc ça, c'est les deux premières dimensions de mon EOF, PC1, PC2, EOF1, EOF2. Et les choses s'interprètent de la façon suivante, d'accord? Alors, j'obtiens des loading factors qui varient autour de 0 et une carte où j'ai des valeurs qui varient aussi autour de 0. Okay, quand les loading factors sont supérieurs à 0, c'est que la biomasse de sol est élevée dans les zones fortes de ma carte, okay, dans les zones oranges, et elle est faible dans les zones bleues. Et à l'inverse, quand les loading factors sont faibles, c'est que la biomasse de sol est élevée dans les zones bleues, là, dans les zones faibles de ma carte, et faible dans les zones rouges. Et ce qu'on voit, c'est que mes loading factors, alors c'est assez évident sur la deuxième dimension, mais on le voit aussi sur la première dimension, ben c'est que mes loading factors sont assez saisonniers. Et donc, les loading factors sont élevés en gros en hiver et faibles en été. Et donc, en gros, la sol est plutôt élevée dans les zones oranges en hiver. Et à l'inverse, la biomasse de sol est élevée en été dans les zones plutôt côtières. Okay, et ça correspond en fait, les zones rouges là, ça correspond aux zones de reproduction, d'accord, de la sol, quand on compare avec la littérature. Et la période là, les pics là, les lignes bleues, les pics où la biomasse de sol est élevée dans ces zones oranges, eh ben, ça correspond exactement à la période de reproduction, donc janvier, février, mars. Donc c'est assez consistant avec ce qu'on sait de l'écologie de l'espèce, alors que les zones bleues, là, ça correspond plutôt aux zones de nourrissage de la sole. Donc la sole revient plutôt à la côte pour se nourrir en été. Bref, on arrive à faire sortir des patrons spatio-saisonniers à l'aide de nos sorties de modèles. On a fait, voilà, et on trouve des choses un petit peu similaires sur le bar.
Voilà, on trouve des signaux assez saisonniers. Et le patron spatial associé à ce signal saisonnier correspond aussi à ce qu'on connaît de la reproduction du pas. Voilà. Derrière, bon, j'ai pas développé, mais nos méthodes, elles sont appliquées, elles ont pu être appliquées dans différents projets ou dans différents working groups, dans un projet de l'IFREMER, le projet MACO, et dans un working group du CSTEP pour cartographier différentes espèces du golfe de Gascogne ou différentes espèces du golfe du Lion. Et puis derrière, l'idée, c'est d'identifier des zones de fermeture spatio-saisonnière pour protéger ces espèces. Et aussi, l'idée, c'est de paramétriser des modèles qui vont permettre d'évaluer différentes stratégies de gestion, différents scénarios de fermeture. Voilà. Ça, c'est pour avoir des éléments de contexte. Et alors, peut-être quelques éléments de perspective. Alors, le premier point, je vais sélectionner, d'accord, dans tous les éléments de perspective que j'ai sous la main. Le premier point, c'est que les processus écologiques qu'on a modélisés là sont très très simples. On cherche à modéliser la distribution de l'espèce, quoi, sans introduire de processus mécanistes dans nos modèles. Or, nous, enfin, comme écologues, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, quoi, tous les processus mécanistes, les processus de passage d'une classe de taille à une autre classe de taille, tous les processus d'exploitation, etc. Et ça, c'est une extension un petit peu naturelle de notre modèle. Et il y a des modèles qui existent qui permettent de prendre en compte justement tous les processus de dynamique de population dans l'espace et dans le temps. Et nous, la force qu'on aurait avec la donnée VMS Logbook, d'accord, c'est qu'on descendrait à un pas de temps mensuel, alors que les modèles aujourd'hui sont calibrés sur un pas de temps annuel. Et c'est pareil, on pourrait chercher aussi à modéliser le mouvement. Et à modéliser le mouvement à une résolution très très fine grâce à la donnée VMS Log. Donc ça, c'est des extensions possibles du modèle. Et puis, dernier point, disons, pour élargir un peu, les développements méthodologiques de cette thèse ne sont pas, disons, cantonnés à l'halieutique. Moi, je pense qu'il faudrait ouvrir assez largement. Typiquement, les développements méthodologiques qu'on propose pourraient trouver des applications en écologie terrestre. Là, j'ai pris l'exemple d'espèces chassées. Donc, pour les espèces chassées, on peut avoir des données, disons, de suivi issues de systèmes de vidéos, quoi, qui permettent d'avoir des observations ponctuelles des individus. Voilà, donc c'est cette carte-là. Et on pourrait chercher à combiner cette information avec les données de chasse qui sont définies à une résolution plutôt grossière et où l'échantillonnage peut être préférentiel parce que les chasseurs vont cibler des zones où il y a du gibier, quoi. Typiquement, dans ce cas-là, les développements qu'on propose pourraient trouver une application. Ou dans le domaine de la pollution de l'air, on cherche à combiner des sorties de modèles numériques qui ont une résolution spatiale grossière avec des données issues de stations de suivi de la qualité de l'air. Et ces stations de suivi, elles sont souvent localisées dans des zones de plus forte pollution. Parce qu'on ne va pas forcément mettre beaucoup de stations de suivi dans les zones où il y a peu de pollution, quoi, pour économiser de l'argent, quoi. Et donc, l'échantillonnage, dans ce cas-là, est préférentiel. Typiquement, ben, nous, les méthodes qu'on propose permettraient justement de gérer la différence de résolution spatiale et la distribution préférentielle des stations de suivi. Et il y a plein d'autres cas d'application, que ce soit en climatologie, en épidémiologie. Voilà. J'ai fini. Bon, merci de votre attention. Je fais un petit peu de pub pour mes encadrants. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, voilà, je serais heureux d'y répondre. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi, j'ai des questions par rapport à la modélisation. Si on raisonne en termes de dépendance spatiale, Ouais. en fait, donc, tout est conditionné, cette variable latente, enfin, ce champ latent, en fait, qui représente en gros la densité sur un point, sur un lieu donné et à un temps donné. Finalement, tout est réalisé comme s'il n'y avait pas de corrélation au niveau des différents sites dans le modèle. Si. C'est l'effet aléatoire delta xt. C'est le processus autorégressif d'ordre 1. D'accord. Alors, attends. Ouais, parce que du coup, j'ai vu qu'ils s'autorégressaient mais sur la même position à l'instant précédent. Ouais, alors ouais, c'est ça. J'aurais dû, comme j'ai l'habitude de faire des présentations plutôt à des écologues, je ne mets pas les formules. Mais alors attends,
partage. Tac, 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 tac. Mais oui, la dépendance spatiale. Alors, voilà, je reprends. Donc, j'ai mon SXT là, qui dépend d'un intercept, de covariables environnementales et d'un effet aléatoire spatio-temporel ici. Ouais. OK. Autorégressif d'ordre 1. Donc, delta xt dépend de delta au point x au pas de temps t-1. Donc, ça, c'est pour la corrélation temporelle, Ouais. plus oméga xt. Et oméga xt, c'est un champ gaussien autocorrélé dans l'espace. Ah ouais, D'accord. d'accord. Donc là, c'est pris en compte par le bruit. Voilà. Donc, il y a de l'autocorrélation spatiale et ça, on le modélise avec une fonction de Materne, quoi, D'accord. standard. Puis, pour rendre les calculs plus rapides, on utilise l'approche SP2. Enfin, voilà, des trucs assez standards. D'accord. Mais du coup, dans le modèle, dans l'estimation des paramètres, il y a l'estimation aussi de Oui, celle qui est conjoint à tous les paramètres qui sont affichés là sur les slides. ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Et ensuite, j'avais une question par rapport au modèle. Donc, l'air de bien retrouver voilà, certaines cartes sur les données simulées et tout ça. Sur les données réelles, du coup, est-ce que, bon, c'est sûr que c'est peut-être pas facile d'avoir des indications sur la validation du modèle, parce que ça doit être assez compliqué, mais est-ce qu'il y a des éléments sur ça? Est-ce que, par exemple, le modèle, il est stable si on change un petit peu, ou alors si on l'applique sur des régions, tu vois, un peu périphériques, tu vois, est-ce qu'il y a une stabilité dans le modèle, ou est-ce qu'il est instable sur les données réelles, ou comment ça se passe? Alors, ça dépend de quelle partie du modèle on parle. Ouais, Pour ce qui est de l'échantillonnage préférentiel, ouais, là, ce que j'ai montré, là, la correction du biais, ouais, d'accord, euh, ça marche assez bien. Enfin, disons que plus la force de l'échantillonnage préférentiel augmente, plus le fait de prendre en compte l'échantillonnage préférentiel ou non dans la méthode produit des prédictions différentes. D'accord? d'accord. Dans la pratique, on trouve des résultats consistants avec nos simulations D'accord. et on l'a validé avec de la donnée scientifique. OK? Donc, euh, ça, ces graphiques-là, on peut les calculer parce qu'on sait ce qu'on a simulé. Dans la Ouais, réalité, on ne sait pas ce qui a été bien sûr. simulé. Et donc, pour avoir une référence, on utilise la donnée scientifique, histoire de savoir si nos prédictions de modèles sont plus proches d'une référence, quoi. Bon, voilà. Ah oui, d'accord. Mais la Et, donnée et- scientifique, du coup, vous l'incluez pas dans le modèle, quoi. si. Ouais. Donc, c'est une. Oui, oui. Si, tout à fait. Donc, c'est plus de la goodness of fit. C'est pas la capacité prédictive du modèle. Encore qu'on a D'accord. fait de la validation croisée. On a fait de la validation Ah ouais, croisée sur le d'accord. papier. Donc, Ouais, donc c'est possible d'en faire. voilà. Et Sur dernière. le changement de support, Ouais, effectivement, le modèle est assez instable. Il ne converge pas toujours pour. Le modèle est assez instable sur le changement de support et c'est un axe de travail, quoi. d'accord. Euh, alors, une option qui a été soulevée lors de la soutenance de thèse, c'est d'avoir une approche, disons, bayésienne et séquentielle. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ajusterait le modèle à, euh, à la donnée scientifique seule, ok, ce qui permettrait d'avoir un a priori sur tout un tas de paramètres du modèle. Et dans un deuxième temps, on ajusterait le modèle à la donnée de déclaration, ok, avec les a priori qu'on obtient à l'aide de la donnée scientifique. Et Ouais, dans ce cas-là, peut-être qu'on améliorerait un petit peu les problèmes de convergence, quoi. Voilà. d'accord. Et dernière question là, les perspectives que tu proposes, là, le modèle de population spatio-temporelle, c'est des choses qui sont déjà implémentées, c'est facile à mettre en œuvre, ça, ou c'est un C'est petit pas peu- facile à mettre en œuvre, mais c'est implémenté. D'accord. Là, moi, je travaille sur des modèles de ce type-là, là où je suis. Et c'est des modèles assez lourds d'un point de vue computationnel, mais Et c'est basé sur quel type de... l'équation? C'est des équations différentielles, c'est quoi? Non, c'est enfin pas direct. Disons qu'il n'y a pas la partie résolution des équatifs dans ce modèle.
c'est des modèles, je sais pas, disons que la base théorique de ces modèles, c'est des équations différentielles, ok, mais qui Elle a ont été été discrétisée. discrétisées dans Ouais. le temps. Et donc, c'est le formalisme, c'est plus le formalisme des équations différentielles. Et Ouais. l'idée, c'est de dire que l'abondance à un pas de temps t plus 1 va dépendre de l'abondance au pas de temps précédent nt, Ouais. euh, En en plusieurs prenant fois. en compte tous les processus de mortalité naturelle, mortalité par pêche, Hmm. d'arrivée de nouveaux individus dans la classe de taille, etc. Tu vois ce D'accord. que… Ouais. Ouais. Mais ça dépend juste du site, du même site ou bien des sites autour aussi? Des sites autour. Euh, eh ben ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. Si on veut un modèle simple, ça dépend que du site en question. Et si on veut des modèles plus compliqués, ça peut dépendre des sites aux alentours. En général, ce qu'on fait, c'est que la partie mécaniste, d'accord, du modèle va dépendre du… Enfin, tout va se jouer au même site, OK? Par contre, on va modéliser des processus, des erreurs de processus lors du passage d'un pas de temps t au pas de temps t plus 1. Et ces erreurs de processus peuvent être corrélées dans l'espace, ce qui permet de prendre en compte tous les erreurs de processus, tout le mouvement, par exemple, qu'il peut y avoir entre les différentes cellules, etc. Mais Hmm. la corrélation spatiale n'est pas prise en compte de façon explicite dans le modèle. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que c'est pas clair? Oui. Non, merci. Écoute, Et du coup, les modèles de population, là, ça peut améliorer les trucs parce que, en fait, c'est toujours pareil dans la littérature sur ces trucs-là. Donc, il y a des modèles qui sont très, on va dire, physiques Ouais. et qui s'intéressent, en fait, à modéliser carrément la dynamique d'un point de vue physique avec les aspects mortalité, natalité, des choses comme ça. A priori, c'est pas forcément ces paramètres-là qui nous intéressent. À la fin, c'est des densités. Donc, et en statistique, on aurait plus tendance à dire, bon, ben voilà, le processus génératif, il est très compliqué, on va pas trop y toucher, on va pas y mettre les doigts dedans, on va essayer d'avoir des outils statistiques qui vont essayer de réduire la dimension et avec des choses assez simples de directement modéliser ce qu'on a envie de prévoir, en fait. Et du coup, c'est Ouais, ça- la dualité entre les outils plus proba et les outils plus stat, où stat, on part vraiment des données et les proba, ils partent vraiment du processus générateur. ouais. Alors, ben, c'est toujours la même chose, ça dépend de la question qu'on se pose. Ben, Typiquement, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la distribution de l'espèce, voilà, et les zones mm, d'agrégation spatiale. Donc, on n'a pas besoin prendre en compte les processus de dynamique de population. ouais, Si maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment la population évolue dans l'espace, comment l'exploitation aussi évolue en fonction des classes de taille, etc., le modèle que j'ai développé, il n'est pas pertinent, quoi. Il faut mm, modéliser, dans ce cas-là, ben, tous les processus de dynamique de population et d'exploitation, quoi, mm, pour mettre en évidence typiquement des zones enfin, où a lieu la surexploitation, quels sont les segments de la population qui sont surexploités, etc. Et dans ce cas-là, il faut passer par un modèle de dynamique de population. mm, mm, Et tout ça, c'est motivé par des objectifs, disons, de gestion, quoi, donc, quelque mm, part. mm, Voilà. La question, c'est quelle utilisation on veut faire de nos modèles, quoi. mm. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ouais, non, non, ouais. Non, mais oui, ça dépend de l'objectif. Ouais. Comme c'est des questions qu'on s'est souvent posées avec des modèles donc, qui, du point de vue génératif, ont l'air très pertinents, mais qui vont être des usines à gaz à estimer. Et puis des modèles, donc effectivement, on ne voit pas la dynamique derrière, mais en fait, finalement, statistiquement, on se focalise uniquement déjà sur ce qui nous intéresse et on ne se pose pas pour la question. Oh, Ouais, la question se posait entre les approches plus EDP, probabilistes, des choses comme ça, et les approches statisticiens où on essayait juste voilà, mettre un modèle statistique plutôt naïf, mais qui permet déjà de remplir un objectif précis. ouais, ouais. Bah là, tu vois, on a eu le modèle qu'on a choisi, c'est un modèle statistique, quoi. Il y a pas d'équation processus. Hmm. C'est clairement l'option qu'on a choisie, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Bon, ben merci en tout cas. Déjà pour faire le séminaire aussitôt. D'accord. Merci. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Merci donc. Attends, où est-ce que c'est passé?